Un héros brisé par la haine raciale dans un tribunal français, jusqu'où l'injustice peut-elle aller? Dans la chaleur étouffante de Marseille, Jean Dubois, un ancien commando de marine français de 60 ans, d'origine africaine, franchit les portes du tribunal avec une dignité forgée par des décennies de service. Ce héros, décoré pour avoir sauvé des vies sous les balles au Mali, venait témoigner pour son frère d'armes, Luc Moreau, un vétéran amputé injustement privé de ses droits. Mais à peine entré, Jean fut intercepté par Pierre Leclerc, un policier blanc aux yeux pleins de mépris. Sale négro, tu crois que ce tribunal est une jungle pour des sauvages comme toi? Cracha Leclerc, arrachant les documents cruciaux des mains de Jean et les jetant au sol comme des ordures. La foule, figée, observa en silence tandis que Leclerc, riant cruellement, écrasa les papiers sous sa botte, défiant Jean de les ramasser. Chaque mot raciste, chaque geste, était une lame plantée dans la fierté de Jean, un homme qui avait risqué sa vie pour la France. Pourtant, dans ses yeux brûlait une colère contenue, une tempête prête à éclater. Ce n'était pas seulement une attaque contre lui, mais une profanation de tout ce qu'il représentait. Alors que le sang coulait de son front après un coup brutal de Leclerc, une question résonnait. Comment un héros pouvait-il être traité comme un criminel dans son propre pays? La réponse, explosive, allait secouer la nation. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, si vous êtes révolté par l'injustice et inspiré par la résilience, commentez 1 et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous doutez, un simple like nous aidera à partager cette vérité. Restez jusqu'à la fin, une révélation choc vous attend, et votre soutien peut changer la donne. Dans l'enceinte oppressante du tribunal de Marseille, où l'air semblait saturé d'une tension palpable, Jean Dubois, toujours droit malgré l'humiliation infligée par Pierre Leclerc, serrait dans ses mains un dossier usé, contenant les preuves vitales pour son frère d'armes, Luc Moreau. Ce dernier, cloué dans un fauteuil roulant après avoir perdu une jambe au Mali, luttait pour obtenir les indemnités que l'État lui refusait avec une cruauté administrative. Mais Leclerc, ce policier blanc à l'arrogance venimeuse, ne voyait en Jean qu'une cible à abattre. Un sale type comme toi, Dubois, n'a rien à faire ici, siffla-t-il, ces mots trempés d'un racisme si brut qu'il semblait trancher l'air. Sans un regard pour les documents, il les arracha des mains de Jean et les projeta au sol, les piétinant avec un rictus de mépris, comme s'il écrasait non seulement des papiers, mais l'honneur d'un homme. La foule, paralysée dans un silence complice, observait, certains détournant les yeux, d'autres murmurant à peine, mais aucun n'osant intervenir. Leclerc, fort de son uniforme et de son pouvoir, ricana plus fort. Ramasse, chien d'Africain, ou je te fais lécher le sol, lança-t-il, sa voix résonnant comme un coup de fouet dans la salle. Jean, dont le regard d'acier trahissait une colère contenue, ne bougea pas immédiatement. Chaque insulte, chaque regard dédaigneux, était une blessure ouverte, un rappel des combats qu'il avait menés, non seulement sur les champs de bataille, mais dans une société qui, trop souvent, le réduisait à sa couleur de peau. Ses médailles, invisibles sous son costume modeste, pesaient lourd dans son cœur. Chacune un témoignage de sang versé, de camarades sauvés, de nuits blanches sous les tirs ennemis. Il avait affronté la mort à Gao, porté des hommes à travers le désert, le corps criblé de douleur, pour que la France reste libre. Et maintenant, dans ce tribunal, un lieu censé incarner la justice, il était traité comme un intrus, un moins que rien. Ses mains tremblaient, non de peur, mais d'une rage si profonde qu'elle menaçait d'exploser. Pourtant, il se força à rester immobile, conscient que le moindre geste pourrait être retourné contre lui, transformé en une excuse pour l'accuser de violence. Luc, depuis son fauteuil roulant à l'autre bout de la salle, assistait à la scène, son visage crispé par l'indignation. Jean a risqué sa vie pour moi, cria-t-il, sa voix brisée par l'émotion, mais forte comme un cri de guerre. Il m'a tiré d'un enfer de balles, et vous le traitez comme un criminel? Leclerc se tourna vers lui, un sourire narquois aux lèvres. Toi, l'infirme, ferme-la, ou tu finiras menotté à côté de ton copain. Cette menace fit frémir la salle, mais personne ne bougea. Les spectateurs, avocats, greffiers, tous semblaient pétrifiés, comme si l'autorité de Leclerc, drapée dans son uniforme, avait le pouvoir d'étouffer toute révolte. Une femme dans l'assistance, une mère tenant la main de son jeune fils, baissa les yeux, incapable de croiser le regard de Jean. Le garçon, à peine 8 ans, murmura « Maman, pourquoi ils lui font du mal? Il a rien fait. » Sa voix, innocente mais perçante, trancha le silence. Mais la mère, tremblante,
le fit taire d'un geste. Soudain, un détail inattendu attira l'attention de Jean. Parmi les documents éparpillés, une photo glissa hors du dossier. Un cliché jauni de son unité au Mali, où il se tenait aux côtés de Luc et d'autres camarades, leurs visages marqués par la poussière et la camaraderie. Leclerc, le voyant fixer la photo, éclata d'un rire cruel. Quoi, tu crois que tes souvenirs de guerre vont t'acheter une place ici? Il écrasa la photo sous son talon, la déchirant en deux. Ce geste fut comme une détonation dans l'âme de Jean. Cette photo n'était pas qu'un morceau de papier. C'était le symbole de vie sauvée, de promesses tenues, de sacrifices que Leclerc ne comprendrait jamais. La rage monta en lui comme une vague, mais il la contint, ses poings serrés jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il se baissa lentement, ramassant les fragments de la photo, ignorant la douleur dans ses côtes où Leclerc l'avait frappé. Chaque mouvement était une déclaration silencieuse. Il ne se soumettrait pas. À ce moment précis, une jeune femme dans l'assistance, Sophie Laurent, une étudiante en journalisme, sortit discrètement son téléphone. Ses mains tremblaient, mais sa détermination était inébranlable. Elle filmait tout, l'arrogance de Leclerc, l'humiliation de Jean, le silence complice du tribunal. Elle savait que ce qu'elle capturait n'était pas seulement une scène, mais une vérité brute, une blessure infligée à la justice elle-même. Alors que Jean ramassait les derniers morceaux de papier, son regard croisa celui de Sophie. Dans ses yeux, elle vit non pas de la défaite, mais une force indomptable, celle d'un homme qui, malgré l'outrage, refusait de plier. Cette image, elle le savait, allait changer le cours des choses. Le tribunal, ce lieu censé être un bastion de l'égalité, venait de devenir le théâtre d'une injustice si flagrante qu'elle ne pourrait rester dans l'ombre. La tempête était sur le point d'éclater, et Marseille, la France entière, ne serait plus jamais la même. Sous les néons froids du tribunal de Marseille, où l'écho des pas semblait amplifier l'oppression, Jean Dubois, le visage marqué par une échymose naissante, ramassait encore les fragments de la photo déchirée sous le regard cruel de Pierre Leclerc. Le policier, fort de son impunité, savourait son pouvoir, ses bottes luisantes piétinant le sol comme pour marquer son territoire. Mais ce n'était pas seulement une photo qu'il avait profanée, c'était l'histoire d'un homme, d'une unité, d'un sacrifice que ce tribunal, censé incarner la justice, semblait prêt à ignorer. Alors que Jean, le souffle court, relevait la tête, un filet de sang coulait de son front, goûtant sur le marbre blanc du sol. Chaque goutte était une accusation silencieuse, un cri muet contre l'injustice qui se jouait sous les yeux d'une salle pétrifiée. Leclerc, un rictus aux lèvres, lança « Regardez ce misérable, à sa place, à quatre pattes comme un animal !» Ces mots, chargés de haine raciale, résonnèrent comme un glas, amplifiant la rage qui bouillonnait dans la poitrine de Jean. Soudain, un frisson parcourut l'assistance. Une voix féminine, claire mais tremblante, brisa le silence. « Vous ne pouvez pas faire ça !» s'exclama une femme dans la foule, une avocate stagiaire nommée Élodie Martin, qui s'était levée, son dossier tombant à ses pieds. Ses yeux, brillants de colère, fixés en Leclerc. « Cet homme est un héros, et vous le traitez comme un criminel à cause de sa peau. » Leclerc se tourna vers elle, son sourire s'effaçant pour laisser place à une grimace menaçante. « Retourne à tes bouquins, petite, ou je te fais sortir Manu Militari, rugit-il, avançant d'un pas. Mais Élodie ne recula pas, ses poings serrés, défiant l'autorité du policier. Ce moment de courage, aussi fugace soit-il, fissura l'apathie de la salle. Quelques murmures s'élevèrent, timides mais audibles, comme un vent annonçant la tempête. Pourtant, la juge Claire Beaumont, perchée sur son estrade, restait de marbre. Son visage, encadré par une robe noire impeccable, ne laissait rien transparaître. Elle frappa son marteau une fois, un son sec et autoritaire. « Silence dans la salle !» ordonna-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Puis, se tournant vers Leclerc, elle ajouta d'un ton détaché « Officier, veillez à ce que l'ordre soit maintenu. » Cette phrase, prononcée sans un regard pour Jean, fut comme une gifle pour l'assistance. Maintenir l'ordre? Alors qu'un homme saignait sur le sol, humilié pour sa couleur de peau? La complicité silencieuse de la juge transforma la colère de Jean en une fureur incandescente. Il se releva lentement, son costume taché de sang, tenant toujours les fragments de la photo. Ses yeux, brûlant d'une détermination farouche, croisèrent ceux de Beaumont. « Madame la juge, dit-il, sa voix grave et posée,
mais vibrante d'une rage contenue. Est-ce cela, votre justice? Laisser un homme être battu pour avoir servi la France? Beaumont tressaillit légèrement, mais son expression resta figée. Monsieur Dubois, répondit-elle froidement, vous êtes ici pour témoigner, pas pour perturber l'audience. Asseyez-vous ou je vous fais expulser. Ces mots, prononcés avec une indifférence calculée, firent l'effet d'une bombe. Luc Moreau, depuis son fauteuil roulant, frappa ses accoudoirs de rage. Vous parlez de perturbation? Cria-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Cet homme m'a sauvé la vie sous les tirs ennemis, et vous laissez ce porc le frapper sans rien dire. Leclerc, furieux, s'avança vers Luc, levant la main comme pour le faire taire, mais un cri perçant l'arrêta net. Le jeune garçon dans l'assistance, celui qui avait déjà questionné sa mère, hurla « Arrêtez de lui faire mal, il a rien fait de mal !» Sa voix, pure et désespérée, fit vaciller même Leclerc, dont le bras retomba. À cet instant, un détail inattendu changea la dynamique. Un badge militaire, tombé de la poche de Jean lors de l'altercation, brillait sur le sol, gravé de son nom et de son grade. Un vieil homme dans l'assistance, un ancien combattant aux cheveux gris, se leva en chancelant. « Ce badge, murmura-t-il, la voix tremblante, je l'ai vu au Mali, cet homme a sauvé mon fils. » Il s'approcha, ignorant les regards, et ramassa le badge, le tenant comme une relique. « Vous ne savez pas qui vous insultez ?» lança-t-il à Leclerc, ses yeux humides de colère et de gratitude. Ce geste, simple mais puissant, fit basculer l'atmosphère. D'autres spectateurs commencèrent à murmurer, certains se levant, leur visage passant de la peur à la révolte. Sophie Laurent, toujours en train de filmer, zooma sur le badge, capturant ce moment où l'honneur de Jean, piétiné par Leclerc, semblait renaître des cendres. La rage de Jean, désormais partagée par une salle qui s'éveillait, était une force palpable. Il ne parlait plus, mais son silence était assourdissant. Chaque regard qu'il posait sur Leclerc, sur Beaumont, était une accusation. La juge, sentant la pression monter, frappa à nouveau son marteau, mais le son se perdit dans le grondement croissant de l'assistance. Leclerc, pour la première fois, sembla déstabilisé, son arrogance vacillant face à la vague de colère qu'il avait déclenchée. Sophie, le cœur battant, savait que son enregistrement allait au-delà d'un simple témoignage. C'était une arme, un cri de justice qui, une fois libéré, ferait trembler les fondations de ce tribunal et bien au-delà. La vérité, brutale et inéluctable, était sur le point d'éclater, et nul ne pourrait l'étouffer. Dans la salle d'audience du tribunal de Marseille, où l'atmosphère vibrait d'une tension explosive, le silence de la juge Claire Beaumont pesait comme une trahison. Alors que Jean Dubois, le visage ensanglanté, se tenait debout, défiant l'humiliation infligée par Pierre Leclerc, les mots glacials de la juge « Monsieur Dubois, asseyez-vous ou je vous fais expulser » résonnaient encore, amplifiant la fureur collective qui grondait dans la salle. Ce n'était pas seulement l'attaque raciste de Leclerc qui choquait, mais l'indifférence calculée de Beaumont, une femme censée incarner la justice, qui laissait un héros de guerre être traité comme un paria. Ses lunettes cerclées d'acier reflétèrent la lumière crue des néons, mais ses yeux évitaient soigneusement ceux de Jean, comme si reconnaître sa douleur serait admettre sa propre complicité. Chaque seconde de son silence était une insulte, une négation des sacrifices de Jean, un abandon de l'idéal républicain qu'elle était censée défendre. Soudain, un murmure s'éleva, brisant l'immobilité. Une femme âgée, assise au fond, une ancienne infirmière militaire nommée Marianne Dupont, se leva, son châle glissant de ses épaules frêles. « Honte à vous !» cria-t-elle, sa voix tremblante mais vibrante d'indignation. « J'ai vu des hommes comme lui risquer leur vie pour la France. Et vous, vous restez là, muette, pendant qu'on le piétine ?» Son intervention, inattendue, fit l'effet d'un éclair. Les spectateurs, jusque-là figés, commencèrent à bouger, leur regard passant de la juge à Jean, puis à Leclerc, dont l'arrogance semblait vaciller. Marianne, les larmes aux yeux, brandit une vieille médaille qu'elle portait au cou, un souvenir de son service. « Ceci, dit-elle, la voix brisée, c'est pour ceux qui ont donné leur sang, pas pour des lâches comme vous qui fermez les yeux. » Elle lança la médaille au sol, près des fragments de la photo de Jean, un geste de défi qui fit taire la salle. Beaumont, pris au dépourvu, frappa son marteau avec force, mais le son fut noyé par un grondement croissant. « Ordre !» hurla-t-elle, sa voix trahissant une panique qu'elle ne pouvait plus cacher. Mais l'ordre qu'elle invoquait s'effritait. Luc Moreau, dans son fauteuil roulant,
frappa à nouveau les accoudoirs, ses yeux lançant des éclairs. Vous parlez d'ordre rugit-il. Où est l'ordre quand un policier bat un homme pour sa peau noire, et que vous, la justice, regardez ailleurs? Jean m'a porté sur son dos à travers un champ de mine. Et vous, vous laissez ce porc le salir? Sa voix, rauque de douleur et de rage, portait l'écho des combats qu'il avait partagés avec Jean, un lien forgé dans le feu et le sang. Leclerc, sentant la salle basculer contre lui, tenta de reprendre le contrôle. Il s'avança vers Jean, son poing levé, prêt à frapper à nouveau. Tu vas te taire, toi aussi, ou je te fais regretter d'être né, cracha-t-il, sa voix tremblante d'une colère mêlée de peur. Mais avant qu'il ne puisse agir, un homme dans l'assistance, un jeune greffier nommé Paul Renaud, se précipita entre eux, les bras écartés. Ça suffit, cria-t-il, son visage rouge de fureur. Vous n'êtes pas la loi, vous êtes une honte. Paul, d'ordinaire discret, avait été témoin de trop d'injustice dans ce tribunal. Ce jour-là, quelque chose en lui s'était brisé. Il ramassa un morceau de la photo de Jean et le tendit à ce dernier, un geste simple mais chargé de solidarité. « Vous ne le briserez pas », murmura-t-il, assez fort pour que Leclerc l'entende. Sophie Laurent, toujours en train de filmer, captura chaque instant. Le sang sur le visage de Jean, la médaille de Marianne au sol, le courage de Paul, et surtout, le silence coupable de Beaumont. Ses mains tremblaient, mais son objectif restait fixé, enregistrant une vérité si brute qu'elle semblait hurler à travers l'écran de son téléphone. La rage dans la salle était palpable, un incendie prêt à tout consumer. Une femme dans le public, une enseignante nommée Clara, se mit à crier « C'est ça votre République? Une justice qui protège les racistes ?» Ces mots déclenchèrent une vague de protestations. Des spectateurs se levèrent, certains pointant du doigt Leclerc, d'autres fixant Beaumont avec un mépris brûlant. Le jeune garçon, toujours agrippé à sa mère, pleurait maintenant, sa voix perçant le chaos. « Pourquoi vous le laissez faire? Il a sauvé des gens. » Beaumont, acculé, tenta de reprendre le contrôle, son marteau frappant frénétiquement. « Je vais suspendre l'audience », menaça-t-elle, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Leclerc, désormais isolé, recula d'un pas, son visage blême. Il avait sous-estimé la puissance de la colère collective, une colère alimentée par des décennies d'injustice tue, de silence complice, de héros méprisés. Jean, toujours debout, essuya le sang de son front, son regard planté dans celui de la juge. « Vous pouvez ignorer ceci, dit-il, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Mais le monde vous regarde maintenant. » Ces mots, simples mais lourds, firent frissonner l'assistance. Sophie zooma sur le visage de Jean, capturant l'éclat de sa dignité intacte. Ce tribunal, ce lieu où la justice aurait dû régner, était devenu un champ de bataille, et la vérité, portée par le courage de Jean et le soulèvement de la foule, était sur le point de renverser l'ordre établi. Dans l'arène tendue du tribunal de Marseille, où la colère grondait comme une tempête prête à éclater, les cris de l'assistance résonnaient encore, défiant l'autorité vacillante de la juge Claire Beaumont. Jean Dubois, debout, le sang séché sur son front, incarnait une résistance silencieuse mais implacable face à l'humiliation infligée par Pierre Leclerc. Les mots de Jean, « Le monde vous regarde maintenant », planèrent dans l'air, lourds de vérité, tandis que la foule, galvanisée par le courage de Marianne, Paul et Clara, commençait à se dresser contre l'injustice. Mais c'était Luc Moreau, cloué dans son fauteuil roulant, qui allait porter le coup suivant, transformant cette salle d'audience en un champ de bataille morale. Sa voix, rauque et vibrante de fureur, déchira le chaos. « Jean Dubois m'a sauvé la vie à Gao !» hurla-t-il, ses poings serrés frappant les accoudoirs. Sous les balles, il m'a porté sur son dos, blessé, à travers un enfer de feu. Et vous, vous le laissez être battu comme un chien? Luc, les yeux brillants de larmes et de rage, se propulsa en avant, ignorant les regards intimidants de Leclerc. « Cet homme est un héros, pas un criminel !» cria-t-il, sa voix brisant le silence coupable de la juge. Chaque mot était un coup, un rappel des sacrifices que Jean avait faits pour la France, des nuits où il avait défié la mort pour sauver ses camarades. Mais Leclerc, loin de reculer, s'avança vers Luc, son visage tordu par la haine. « Toi, le cripple, tu veux finir au cachot avec ton ami ?» aboya-t-il, levant une main menaçante. La salle retint son souffle. Le jeune garçon, toujours agrippé à sa mère, hurla « Non, laissez-le tranquille !» Sa voix, aiguë et désespérée, fit vaciller Leclerc, mais seulement pour un instant.
Le policier, sentant son pouvoir s'effriter, redoubla d'arrogance. Vous croyez que vos cris vont changer quelque chose ricana-t-il, se tournant vers Jean. Les gens comme toi n'ont pas leur place ici, et tu le sais. C'est alors qu'un événement inattendu fit basculer la scène. Une femme dans l'assistance, une journaliste indépendante nommée Camille Roche, se leva, un micro à la main, qu'elle avait dissimulé sous son écharpe. Tout est en direct, cria-t-elle, révélant qu'elle diffusait la scène sur une plateforme en ligne, suivie par des milliers de spectateurs en temps réel. Le monde entier voit ce que vous faites à cet homme. Sa voix, ferme et accusatrice, fit trembler Leclerc, dont le visage blêmit. L'idée que ces actes racistes étaient exposés au grand jour, devant une audience bien au-delà des murs du tribunal, transforma son arrogance en panique. La juge Beaumont, jusque-là immobile, frappa son marteau avec frénésie. « C'est inacceptable !»« Éteignez ce dispositif immédiatement », ordonna-t-elle, mais sa voix trahissait une peur croissante. Camille, impassible, continua de filmer, son micro captant chaque mot, chaque souffle, chaque cri. Luc, galvanisé par l'intervention de Camille, poursuivit, sa voix montant en puissance. « Vous voulez parler d'ordre, madame la juge ? Où est l'ordre quand un homme qui a servi la France est traité comme un rebut à cause de sa peau ?» Il pointa un doigt tremblant vers Leclerc. « Cet homme-là, dit-il, désignant Jean, a risqué sa vie pour que des gens comme vous puissent dormir tranquilles, et vous, vous laissez ce raciste le piétiner ?» La foule, désormais incontrôlable, éclata en cris de soutien. « Justice pour Jean !» scandèrent plusieurs voix, tandis que d'autres frappèrent des mains, transformant la salle en un volcan de colère. Une vieille femme lança « C'est une honte pour la France !» Un homme en costume, un avocat, se leva à son tour. « Vous trahissez la République !» cria-t-il à Beaumont, son visage rouge de fureur. Leclerc, acculé, tenta une dernière bravade. Il s'approcha de Jean, son poing serré, prêt à frapper à nouveau. « Tu crois que tes amis vont te sauver ?» siffla-t-il. Mais avant qu'il ne puisse agir, Paul, le jeune greffier, s'interposa à nouveau, cette fois avec une chaise qu'il brandit comme un bouclier. « Touchez-le encore, et c'est vous qui tomberez !» cria-t-il, sa voix tremblante mais résolue. Ce geste de défi, venant d'un homme ordinaire, fit exploser la salle. Les spectateurs, jusque-là spectateurs passifs, se levèrent en masse, leurs cris fusionnant en une clameur assourdissante. Sophie Laurent, toujours en train de filmer, captura l'instant où la foule devint une force, un mur humain dressé contre l'injustice. Son objectif zooma sur Jean, dont le visage, malgré le sang et la douleur, rayonnait d'une dignité indomptable. Beaumont, désormais submergé par la révolte, semblait perdre tout contrôle. Son marteau, autrefois symbole d'autorité, était devenu dérisoire face à la fureur collective. « Sortez tous, ou j'appelle la sécurité !» cria-t-elle, mais personne n'écouta. La diffusion en direct de Camille amplifiait l'écho de cette révolte, et les notifications sur son téléphone vibraient sans cesse, signalant des milliers de nouveaux spectateurs. La rage de Luc, la bravoure de Paul, le courage de Camille et la résilience de Jean formaient un front uni, une tempête qui menaçait d'engloutir l'hypocrisie du tribunal. Jean, toujours debout, essuya une larme qui coulait sur sa joue, non pas de faiblesse mais d'une colère pure, forgée par des années de luttes invisibles. « Vous pouvez me frapper, dit-il à Leclerc, sa voix basse mais tranchante, mais vous ne briserez jamais ce que je représente. » Ces mots, capturés par le micro de Camille, résonnèrent comme un appel à la révolte, un cri qui allait bientôt secouer Marseille et au-delà. Au cœur du tribunal de Marseille, où la révolte grondait comme un orage déchaîné, les paroles de Jean Dubois, « Vous ne briserez jamais ce que je représente », planaient encore, allumant une flamme dans les cœurs de l'assistance. La diffusion en direct de Camille Roche, relayant l'injustice à des milliers de spectateurs, avait transformé la salle d'audience en un théâtre de vérité brute. Luc Moreau, Paul et la foule en furie formèrent un rempart contre l'arrogance de Pierre Leclerc et le silence complice de la juge Claire Beaumont. Mais c'est alors que Sophie Laurent, l'étudiante en journalisme, fit un geste décisif. Son téléphone, toujours en train de filmer, vibra d'une notification. Son enregistrement, publié sur les réseaux sociaux en parallèle de la diffusion de Camille, venait d'atteindre 1 million de vues en quelques minutes. Le hashtag « Justice pour Jean » explosait, porté par une vague de colère nationale. Les mots « racisme »,« injustice » et « héros bafoués » dominaient les discussions en ligne,
transformant l'incident en un scandale retentissant. Sophie, les mains tremblantes, leva son téléphone plus haut, capturant chaque détail. Le visage ensanglanté de Jean, la panique croissante de Leclerc et l'impassibilité glaciale de Beaumont. « Le monde entier vous voit !» cria-t-elle, sa voix perçant le tumulte. Cette déclaration fit l'effet d'une bombe. Les spectateurs, galvanisés, redoublèrent leurs cris. « Honte à la justice !» scandèrent-ils, tandis que certains frappèrent les bancs, faisant trembler les murs. Un homme, un ancien ouvrier portuaire, lança « C'est ça votre égalité? Laisser un héros saigner pour sa peau ?» Une jeune femme, une étudiante en droit, se joignit au chœur. « La République pleure aujourd'hui !» La salle, autrefois un lieu d'ordre, était devenue un volcan de rage, chaque voix ajoutant du carburant à l'incendie. Soudain, un détail dramatique attisa encore les flammes. Un adolescent dans l'assistance, caché jusque-là derrière sa mère, sortit un drapeau tricolore qu'il avait apporté pour un devoir scolaire. Il le brandit en criant « Jean et la France, pas vous !» Ce geste, spontané et poignant, fit frissonner la foule. Le drapeau, symbole d'unité, semblait accuser Leclerc et Beaumont de trahir les valeurs qu'il incarnait. Leclerc, déstabilisé, recula, son visage blême sous la pression. Il tenta de reprendre le contrôle, hurlant « Vous êtes tous hors la loi !» Mais sa voix se perdit dans le grondement collectif. La juge Beaumont, désormais acculée, frappa son marteau à plusieurs reprises, mais le son était dérisoire face à la clameur. « Je suspends l'audience !» cria-t-elle, sa voix tremblante révélant une peur qu'elle ne pouvait plus masquer. Mais personne ne l'écoutait. La salle était devenue un tribunal du peuple, jugeant non pas Jean, mais ceux qui l'avaient humilié. À cet instant, un homme dans la foule, un employé de mairie nommé Étienne Blanc, se leva, tenant une tablette. « Regardez !» cria-t-il, montrant l'écran où défilaient des messages de soutien à Jean, venant de Paris, Lyon et même d'outre-mer. Des vidéos de manifestants, déjà rassemblés devant le tribunal, apparaissaient en direct. « Marseille se lève pour Jean !» proclama Étienne, sa voix vibrant d'émotion. Cette révélation amplifia la fureur de la salle. Sophie, capturant l'écran de la tablette, sentit son cœur battre à tout rompre. Son enregistrement, combiné à la diffusion de Camille, avait déclenché une tempête nationale. Les réseaux sociaux étaient inondés de photos de Jean en uniforme, tirées d'archives militaires, montrant un homme décoré, entouré de camarades. Les commentaires appelèrent à la destitution de Leclerc et à une enquête sur Beaumont. Luc, toujours dans son fauteuil roulant, profita du chaos pour s'approcher de Jean. « Frère, ils ne t'auront pas », murmura-t-il, saisissant la main de Jean. Ce geste, intime et puissant, fut capturé par Sophie, devenant un symbole de fraternité face à l'oppression. Jean, les yeux brillants de larmes contenues, serra la main de Luc, sa posture droite malgré la douleur. « Ils peuvent venir frapper mon corps, » dit-il, sa voix basse mais résonnante. « Mais mon âme reste libre. » Ces mots, amplifiés par le micro de Camille, firent taire la salle un instant, avant que les cris de soutien ne reprennent de plus belle. Leclerc, désormais isolé, tenta une dernière provocation. « Vous croyez que vos vidéos vont me faire tomber ?» lança-t-il, un rictus nerveux aux lèvres. Mais sa voix trahissait sa peur. La foule, unie par une rage vertueuse, répondit par un cri unanime. « Justice !» Sophie, filmant sans relâche, savait que son enregistrement allait au-delà d'un simple témoignage. Il était une arme, un miroir tendu à une nation qui devait affronter ses démons. Alors que les manifestants dehors faisaient trembler les murs du tribunal, la vérité de Jean Dubois, portée par le courage de Sophie et l'indignation collective, devenait une force inarrêtable, prête à renverser l'injustice. Alors que le tribunal de Marseille vibrait sous les cris d'une foule enragée, portée par la vérité implacable des vidéos de Sophie Laurent et Camille Roche, un silence soudain s'abattit, lourd d'anticipation. Les mots de Jean Dubois, « Mon âme reste libre », résonnaient encore, comme un défi lancé à l'injustice incarnée par Pierre Leclerc et la juge Claire Beaumont. Dehors, les manifestants scandaient « H justice pour Jean », leur voix faisant trembler les murs. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique, chaque regard chargé de colère et d'espoir. C'est dans ce moment de tension extrême qu'un homme imposant, vêtu d'un uniforme militaire impeccablement repassé, fit irruption dans la salle. C'était le colonel retraité André Fournier, un vétéran respecté dont la présence commandait le respect. Ses médailles brillaient sous les néons, mais c'était son regard, dur comme l'acier, qui figea l'assistance.
Est-ce ainsi que la France traite ses héros tonna-t-il, sa voix grave faisant vibrer la salle. Fournier s'avança vers le centre, ignorant Leclerc, qui recula instinctivement. Jean Dubois, déclara-t-il, pointant un doigt vers l'homme ensanglanté mais debout, a commandé une unité d'élite au Sahel. Il a sauvé 10 de mes hommes sous un déluge de feu, risquant sa vie sans jamais demander de gloire. Ces mots, lourds de vérité, frappèrent comme un coup de tonnerre. La foule, déjà en ébullition, éclata en murmures de stupeur et de rage. Fournier se tourna vers Beaumont, son regard transperçant. « Et vous, madame la juge, vous laissez un raciste profaner cet homme sous vos yeux ?» Il fit un pas vers Jean et, dans un geste solennel, exécuta un salut militaire parfait, les larmes aux yeux. Ce salut, symbole d'honneur, fit taire la salle un instant avant que des cris de soutien ne reprennent, plus forts encore. Un détail inattendu intensifia le drame. Une femme dans l'assistance, une ancienne camarade de Jean nommée Aïssa Diallo, se leva, tenant une lettre jaunie. « Ceci, cria-t-elle, brandissant le document, est une recommandation de Jean pour une médaille d'honneur, écrite par mon frère, mort au combat. Il l'a rédigée après que Jean l'a sauvé d'une embuscade. » Elle lança la lettre vers l'estrade de Beaumont, qui atterrit aux pieds de la juge comme une accusation muette. Ce geste déclencha une vague d'indignation. « Honte à vous !» cria un homme dans la foule, un ancien marin. « Vous laissez un héros être traité comme un criminel. » Les spectateurs, galvanisés, se levèrent en masse, leur voix fusionnant en un chœur de révolte. Même le jeune garçon, toujours près de sa mère, brandit son drapeau tricolore, criant « Jean est un héros !» Beaumont, acculé, tenta de reprendre le contrôle. « Silence, ou je fais évacuer la salle !» hurla-t-elle, son marteau frappant frénétiquement. Mais sa voix était noyée par la clameur. Leclerc, désormais pâle, tenta de se défendre. « Vous exagérez, ce n'est qu'un témoin, pas un saint !» lança-t-il, mais sa voix tremblait, trahissant sa peur. Fournier, sans un regard pour lui, s'adressa directement à Jean. « Soldat, dit-il, la voix vibrante d'émotion, ton honneur ne dépend pas de ce tribunal. Il est gravé dans le sang que tu as versé pour nous. » Il posa une main sur l'épaule de Jean, un geste de fraternité qui fit frissonner l'assistance. Sophie, filmant toujours, captura ce moment, son objectif tremblant sous l'émotion. Luc Moreau, depuis son fauteuil roulant, cria « André a raison, Jean est plus grand que ce tribunal, plus grand que vos préjugés. » Sa voix, brisée mais puissante, ralluma la foule. Une femme lança une insulte à Leclerc, tandis qu'un autre spectateur jeta un stylo vers l'estrade, visant Beaumont. La juge, dépassée, semblait sur le point de s'effondrer. « Sécurité !» appela-t-elle, mais les agents, eux-mêmes ébranlés par la scène, hésitaient à intervenir. Camille, toujours en direct, commentait « Le peuple de France se lève pour Jean Dubois. » Les notifications sur son téléphone s'affolaient, signalant des manifestations spontanées à Toulouse, Lille et même à Paris. La vidéo de Sophie, partagée des milliers de fois, montrait désormais le salut de Fournier, devenu un symbole de résistance. Leclerc, acculé, tenta une dernière provocation, pointant Jean du doigt. « Tu crois que tes médailles te rendent intouchable ?» siffla-t-il. Mais avant qu'il ne puisse continuer, Aïssa s'avança, les yeux flamboyants. « Ces médailles, c'est du sang, pas du métal !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme un verdict. La foule éclata en acclamations, scandant le nom de Jean. Fournier, immobile, fixait Beaumont, son silence plus accusateur que n'importe quel discours. La salle, transformée en tribunal populaire, ne jugeait plus Jean, mais ceux qui avaient osé le rabaisser. La rage collective, alimentée par des décennies d'injustice, était devenue une force inarrêtable, prête à renverser le système qui avait permis une telle ignominie. Alors que l'écho des cris et des accusations résonnait encore dans le tribunal de Marseille, transformé en un foyer de révolte, l'intervention du colonel André Fournier avait allumé une flamme inextinguible. Les vidéos de Sophie Laurent et Camille Roche, diffusées en direct, avaient en fait de Jean Dubois un symbole national, et la clameur de la foule, scandant son nom, semblait ébranler les fondations mêmes de l'injustice. Dehors, les marches du tribunal étaient envahies par une marée humaine. Des vétérans, des étudiants, des familles, tous unis sous le hashtag « Justice pour Jean ». Dans ce chaos, un silence solennel s'installa soudain lorsque les portes s'ouvrirent pour laisser passer une délégation inattendue. Des officiers militaires en uniforme venus témoigner de l'honneur de Jean.
Pierre Leclerc, désormais seul face à la tempête qu'il avait déclenchée, fut escorté hors de la salle par deux agents de sécurité, son badge arraché dans un geste symbolique. Ses yeux, autrefois arrogants, étaient maintenant baissés, incapables de soutenir les regards accusateurs. La juge Claire Beaumont, submergée par la pression, quitta l'estrade en hâte, son marteau abandonné, son autorité réduite en cendres. Mais le moment le plus poignant vint lorsqu'un groupe d'enfants, mené par le jeune garçon qui avait brandi le drapeau tricolore, s'avança vers Jean. L'un d'eux, une fillette aux tresses serrées, lui tendit un dessin. Jean en uniforme, tenant un drapeau français avec les mots « Notre héros » écrits en lettres maladroites. Ce geste, capturé par les caméras de Camille, fit jaillir des larmes dans les yeux de Luc Moreau, qui serra la main de Jean avec force. Quelques jours plus tard, Leclerc fut officiellement suspendu, son dossier alourdi par des plaintes antérieures pour abus racistes, désormais exhumé par la presse. Beaumont, confronté à une enquête éthique, démissionna dans la honte, son nom effacé des registres judiciaires. Mais l'héritage de cette journée ne s'arrêta pas là. Une fresque murale fut érigée à Marseille, près du Vieux-Port, représentant Jean debout, un regard indomptable, avec l'inscription « La dignité ne s'agenouille pas ». Cette œuvre, financée par une collecte communautaire, devint un lieu de pèlerinage. Des vétérans y déposèrent des fleurs, des étudiants y laissaient des messages, et le jeune garçon, accompagné de sa mère, y grava un mot : courage. La rage collective, alimentée par l'injustice infligée à Jean, avait donné naissance à un mouvement. Des manifestations éclataient dans toute la France, exigeant des réformes contre le racisme systémique dans les institutions. Sophie, dont la vidéo avait déclenché cette révolution, reçut une bourse pour poursuivre son travail journalistique, tandis que Camille fut invitée à témoigner devant l'Assemblée nationale. Jean, quant à lui, retourna à sa vie discrète, mais son silence parlait plus fort que jamais. Lors d'une cérémonie militaire, il fut honoré par ses pairs, non pas pour sa gloire, mais pour sa résilience. Alors qu'il recevait une nouvelle médaille, il murmura : « Ce n'est pas pour moi, c'est pour tous ceux qu'on a voulu effacer. » Ces mots, repris par les médias, devinrent un cri de ralliement, un rappel que la justice, lorsqu'elle est portée par le peuple, peut renverser même les murs les plus solides de l'oppression.